Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour notre traditionnel café du dimanche pour parler des grandes tendances boursières, de la macroéconomie, de tout ce qui s'est passé cette semaine, ce que peut concerner nos portefeuilles de bourse. Allez, avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous inscrire à la chaîne, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. S'il vous plaît, je vous répète que pour moi, des likes, c'est super important. Pour vous, ça ne coûte rien. Pour moi, c'est vraiment une réelle aide pour développer cette chaîne gratuite. Et je vous rappelle également qu'il y a la chaîne Telegram que vous pouvez également rejoindre et poser vos questions sur la bourse, l'économie et la vie d'un investisseur. Donc cette vidéo, j'ai décidé de consacrer aux différentes idées du trading, de plus des stratégies court terme, parce que dans les précédents cafés de dimanche, je vous ai déjà parlé de mes prévisions, de mon sentiment par rapport au marché. Je ne veux pas me répéter, donc pour que les vidéos soient un petit peu plus diversifiées en contenu. Donc vous savez que moi, je suis en train de sortir du marché pour des raisons presque personnelles, parce que je change du broker, mais j'ai bien choisi le moment parce que c'est à ce moment-là que je trouve que les marchés sont trop chers, vraiment, sont surchauffés, on va dire. Donc là, je préfère de faire ça à ce moment précis. Donc je ne suis pas du tout inquiet par rapport que je rate une certaine partie de la hausse. Et ce timing, pour moi, était un choix en pleine conscience. Voilà. Je précise que je ne suis pas short, en fait, actuellement. Je ne suis pas dans une position que je pense que les marchés vont s'écrouler, même si mes prévisions pour juillet et août sont pessimistes, mais elles sont pessimistes sous condition que la Réserve fédérale commence à réduire le programme de quantitative easing, et ça dépend de certains paramètres que je ne sais pas en avance. Donc ça, c'est évidemment, c'est les paramètres d'emploi américain, c'est les paramètres de l'inflation, quels sont les chiffres de l'inflation qui vont se confirmer réellement dans les publications officielles. Donc tous ces indicateurs, je ne connais pas en avance, personne ne les connaît, et donc ça ne me permet pas d'être sûr qu'il y aura une chute des marchés ou bien une correction profonde des marchés que je l'anticipe. Mais je pense que la probabilité de cette correction, elle est très très forte en ce moment. C'est pour ça que j'ai choisi ce moment précis pour sortir de marché et transférer mes fonds vers un autre broker, à savoir Interactive Brokers. Donc j'abandonne Saxo Bank pour des raisons très négatif, de mon avis très négatif sur ce broker, et partiellement je sors également DEGIRO parce que DEGIRO pour moi ne propose pas le service complet pour trader les options. Voilà, ça c'est en gros, c'est les raisons principales pourquoi j'ai décidé de passer chez Interactive Brokers. Donc du coup je suis dans une période qui est assez particulière, j'ai pas beaucoup de positions en bourse, j'ai quand même quelques idées, mais ça sera des idées de trading que je vais vous présenter aujourd'hui. On va parler du pétrole, on va parler de l'or, donc ça c'est les actifs spéculatifs sur lesquels j'interviens de temps en temps, mais très peu, parce que je ne suis pas un spéculateur, je suis un spéculateur peut-être à 20%, même quand je spécule, j'essaie de le faire quelque part pour hedger mon portefeuille principal, donc c'est plutôt dans cet esprit-là que je le fais, mais je ne suis pas un court-termiste, je suis plus swing trader, voire l'investisseur long terme. Voilà. On va parler aussi également, tout de suite, là maintenant, on va parler du Covid, en fait, et de la situation sanitaire. Je vais mettre à jour mon avis sur la situation, parce que je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises dans les précédents cafés du dimanche que moi, je ne pense pas que nous sommes sortis de l'affaire. Donc, effectivement, ça confirme maintenant dans les chiffres officiels, en tout cas les chiffres qui sont en provenance de pays émergents, notamment de l'Asie, où le variant indien, le variant Delta, ce qu'on appelle, il est en train de se propager avec une vitesse phénoménale, et il y a certaines économies qui se referment en confinement. Donc à quoi va ressembler l'automne 2021? Personne ne sait, je ne pourrais pas parier ni de manière positive ni de manière négative. Donc il n'y a aucune garantie qu'on est sorti d'affaires, mais les communications officielles des producteurs des vaccins sont plutôt positives. Ils nous assurent que leurs vaccins, ils sont efficaces contre cette souche de virus de corona. Donc, croyons à ces producteurs des vaccins, donc on va espérer, parce que bon, moi en tout cas je suis vacciné, donc j'espère que les vaccins sont efficaces contre Delta variant également, mais personne ne le sait, personne ne peut le garantir. Donc on devrait se préparer à tous les scénarios, parce que nous sommes en bourse, nous investissons, nous analysons les probabilités de tel ou tel scénario, donc il ne faut pas considérer sans condition que le coronavirus est fini et qu'on ne va plus entendre parler à partir de l'automne 2021. Dans cette situation, nous pouvons nous retrouver dans une situation très délicate, parce qu'il y a déjà des énormes sommes qui ont été injectées dans l'économie, énormes plans de stimulus qui ont été lancés, et finalement, on ne va pas sortir de la crise sanitaire. Donc du coup, on va être affronté à deux gros problèmes. Donc d'un côté, le problème des économies qui seront à nouveau refermées, et déjà les finances publiques et les stimulus
ainsi que les quantitative easing déjà à fond, déjà dépassé leurs limites. Donc ça, c'est vraiment la situation qui est compliquée à gérer. Je pense que même les banques centrales n'auront plus de marge de manœuvre pour gérer cette crise-là, même s'ils peuvent quand même encore intervenir. Je le disais déjà pendant la crise de coronavirus, ils peuvent encore sortir sur le marché obligataire des entreprises, parce qu'aujourd'hui, ils n'interviennent que sur les marchés de dette de l'État, des dettes souveraines. Donc là, il y a encore de la marge de manœuvre de côté de la Fed, mais là, la principale inquiétude que j'ai, c'est l'inquiétude macroéconomique. Donc, est-ce que ces interventions couplées avec une absence de croissance réelle ça ne va pas créer des phénomènes collatéraux qui vont remettre à plat toute l'économie. Donc là, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un économiste, j'aimerais bien faire une interview avec quelqu'un qui est très fort en macroéconomie pour poser ces questions, parce que moi, je peux imaginer, par exemple, que sur certains marchés fondamentaux, genre les marchés monétaires ou les marchés de repo, qui sont très peu connus d'ailleurs, donc pourrait y avoir des décorrélations à cause de cette politique monétaire couplée avec vraiment l'absence de croissance, l'absence d'investissement, et ça peut créer vraiment des phénomènes très dangereux pour le système financier global. Donc pour moi, je vois ça comme risque, mais en tout cas, c'est un risque quelque part permanent, c'est un risque long terme, et je ne sais pas quand est-ce qu'il va se réaliser. Donc évidemment, je ne peux pas construire une stratégie en se basant sur des scénarios comme ça, que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont produire, et s'ils vont se produire tout simplement. Donc c'est pour ça que je préfère de rester plutôt court terme, moyen terme, même si ce n'est pas ma posture habituelle vis-à-vis les marchés, et regarder comment ça se passe. Là, je viens de vous dire qu'il n'y a pas de croissance réelle, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire, juste pour éviter des questions qu'on va me poser immédiatement, qu'à Pavel, il y a une croissance de PIB énorme cette année. Mais oui, mais ça, c'est une croissance sur la base très faible. Donc évidemment, parce que là, quand on était fermé par rapport à l'année précédente, là, quand même, la petite croissance, ça fait une énorme augmentation de croissance. Parce que quand on voit les chiffres de PIB publiés par les différents États, c'est la croissance de PIB par rapport à la période comparable de l'année précédente. Donc, ça n'est pas forcément très représentatif, parce que nous passons vraiment du rire aux larmes, en fait, quand l'économie était presque à zéro, voire négatif. Donc, et là, nous passons à une croissance légèrement positive. Ça fait un pourcentage, une énorme hausse de croissance. Donc, ça, pour moi, ça n'est pas représentatif. Je prends vraiment avec des pincettes toutes ces communications. Si on regarde dans les chiffres absolus, ce qui était avant, ce qui est après Covid, donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Effectivement, aujourd'hui, nous vivons une période particulière, parce que quand l'économie se rouvre, il y a la demande différée, et en plus qu'il est amplifié par le fait qu'on était à la maison, donc du coup, on n'a plus envie de consommer. Donc, il y en a beaucoup de personnes qui ont fait des économies, certains n'ont pas fait, mais beaucoup ont fait, et donc du coup, ils ont envie de consommer cet argent qui a été mis de côté. Donc voilà, c'est aussi, il y a ce phénomène qui est très particulier à la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et il ne faut pas la généraliser. En fait, pour moi, il ne faut pas croire que que demain, le monde va continuer à être comme ça. Et je pense que c'est à peu près dans cet esprit-là que se trouve la Réserve fédérale, en nous disant que je ne m'attends pas à l'inflation durable. Donc là, de ce point de vue, je leur comprends, mais en tout cas, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas inquiets par des phénomènes, par des, on va dire, dans les effets pervers que ça peut créer dans le système monétaire, qui peut vraiment ébranler tout ce système basé sur des QI, sur des permanentes vraiment injections monétaires et des stimulus sur stimulus qu'on entend parler tous les mois. Donc là, je ne sais même pas, je suis complètement même perdu combien de stimulus nous avons vu depuis la crise de subprimes. Donc je sais que c'est une période assez longue, mais quand même, ce n'est pas le siècle précédent non plus. Et donc pendant ces 10 ans, et surtout à la fin de cette période, pendant la période Covid, nous vivons que la période des injections monétaires, que la période de stimulus dans tous les sens. Le concept de hélicoptère monnaie, donc l'argent distribué de l'hélicoptère, est devenu la réalité dans beaucoup de pays. Donc si on en parle il y a 2 ans, on me prendrait pour un fou. Alors, il y a 2 ans, ce concept, il existait déjà, mais sauf que c'était un concept plus utopique, en fait. C'est un peu comme communisme de Karl Marx, que ça existe pour les théoriciens, pour discuter lors d'une conférence, on va dire, académique, mais ça n'a jamais été sérieusement évoqué dans les milieux économiques, dans le milieu, on va dire, de la direction économique mondiale. Donc voilà, aujourd'hui, c'est déjà en fait. Donc vous voyez comment les choses changent vite, et est-ce que nous sommes adaptés? Est-ce qu'on doit penser à tout? C'est ça qui m'inquiète surtout. Est-ce que ça ne va pas nous créer une surprise qui peut effectivement déclencher une crise boursière? C'est pour ça que je ne suis pas très long, on va dire, sur les marchés. Je ne peux pas investir à long terme aujourd'hui. C'est pour ça justement que
je suis assez dynamique. En fait, généralement, je suis beaucoup moins dynamique dans la gestion de mon portefeuille, mais la période exige modification dans ma stratégie. Voilà. Donc là, j'étais un peu long à présenter ma vision macroéconomique. Maintenant, je vais vous remontrer encore le tableau de bord, donc, parce que là, je pense que c'est quelque chose que déjà nous faisons traditionnellement. Donc là, les marchés sont au plus haut, donc les marchés ignorent tout, et les marchés fêtent n'importe quelle nouvelle. Attention, par contre, les pays émergents sont beaucoup plus méfiants, mais c'est vrai qu'ils sont plus touchés par le delta variant. Donc là, on voit que par exemple sur Shanghai Composite, on a vécu une certaine correction. Bon, c'est pas énorme, hein, il ne faut pas non plus exagérer, donc ça reste quand même des corrections très modestes, hein, il faut l'admettre. Il n'y a rien qui nous dit qu'aujourd'hui, vraiment, il y a un crack boursier sur les émergents, non. Mais en tout cas, les émergents sont en retard par rapport aux marchés développés. Pourquoi c'est intéressant quand même d'observer ce qui se passe sur les marchés émergents? Parce que les dernières grandes crises ont commencé souvent par les émergents. Donc ça ne va pas forcément dire que l'histoire se répète à chaque fois, non, je ne dis pas ça, mais en tout cas, selon le track record des crises que nous avons, c'est que les émergents commençaient à baisser en premier. Donc, mais après, il y avait aussi une baisse des matières premières, il y avait aussi plusieurs étapes avant qu'on arrive à vraiment la crise généralisée sur les actifs à risque, notamment les actions. On n'est pas là aujourd'hui, clairement. Donc là, on n'est pas là. À ce que je m'attends à une correction, et une correction plutôt technique. Donc là, si on parle des indices boursiers, donc là, je vais vous montrer encore l'indice Nasdaq. La semaine dernière, je vous ai présenté ma vision qui est basée sur les vagues de Elliott, et un des scénarios que j'ai évoqué, c'était la suite de la hausse jusqu'à 15 000 points. Pour moi, c'était peu probable, mais finalement, c'est un scénario qui se confirme. Mais en tout cas, d'ailleurs, elle est plus en ligne avec la théorie des vagues Elliott que le scénario de correction auquel je m'entendais. Donc du coup, on est plus, on va dire, compliant à la théorie de l'analyse technique. Donc du coup, c'est un peu normal qu'on remonte pour rallonger la cinquième vague de hausse pour ensuite entamer une correction en ABC. Donc en tout cas, ça reste plus ou moins mon scénario. Je ne sais pas sur quelle sera la profondeur de cette hausse. Maintenant, je vais vous parler en fait d'un événement principal de cette semaine qui peut un petit peu changer la donne pour la prochaine réunion de la Réserve fédérale. Moi, je croyais que la réunion de juillet devrait déclencher probablement une correction parce que d'un côté, la Réserve fédérale voudra dégonfler en quelque part la bulle, notamment sur les matières premières, ça c'est aussi un sujet que je voudrais évoquer, et aussi un petit peu calmer l'économie qui est en train de se rouvrir à fond, et donc je m'attendais à un discours beaucoup moins accommodant que c'était le cas dans les précédents discours de Jerome Powell. Et donc, mais en tout cas, la statistique qui a été publiée, la statistique principale cette semaine de NFP, elle est ressortie mieux que prévu, mais donc du coup nous vivons dans un monde inversé. Je vous rappelle que donc du coup les bonnes nouvelles sont des mauvaises nouvelles pour nous, et donc regardez, là c'est ressorti à 850 000. Quelles conclusions pouvons-nous faire? En fait, c'est plus que prévu, mais en tout cas, ça reste en dessous d'1 million. Selon les analystes, les marchés, ils avaient peur des statistiques qui dépassent 1 million. Donc ça, c'est purement psychologique, je sais, mais en tout cas, c'est comme ça que les marchés fonctionnent. Donc, et vu que les statistiques ont ressorti en dessous d'1 million, donc du coup c'est pas une explosion catastrophique et du coup l'explosion de l'inflation, c'était plutôt bien pris par les marchés. Comme vous pouvez voir que les marchés sont en train de monter au moment quand j'enregistre cette vidéo, parce que les marchés américains ne sont pas encore fermés, j'enregistre cette vidéo vendredi soir, et donc pour cette statistique, elle était bien accueillie par le marché, en plus elle était accompagnée par la hausse, toute légère hausse de chômage aux États-Unis. Donc vous voyez, on est dans un monde complètement inversé, donc les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles pour nous, parce que cela veut dire que dans ce cas-là, la Fed pourra maintenir plus longtemps son programme de quantitative easing. Et donc là, ça me permet effectivement d'envisager le scénario où le Nasdaq pourrait atteindre 15 000 points dans les prochains jours pour entamer une correction. Mais je ne sais pas du coup comment la Fed va réagir, comment la Fed va interpréter ces chiffres. Est-ce que ça serait suffisant pour qu'elle change du discours ou pas? Ça, on va voir. Moi, je ne suis pas Jerome Powell, je ne peux pas dire pour lui. Mais en tout cas, ça reste possible. Donc là, je garde mes prévisions inchangées. Donc mes prévisions, ce qui est dans les alentours juillet-août de cet été, on devrait vivre une correction qui est tout à fait normale. Probablement, d'ailleurs, ça sera une correction profonde. Mais après la hausse aussi impressionnante des marchés financiers, même une
correction profonde, ça ne sera pas une catastrophe, ça sera plus une opportunité d'acheter plutôt que vraiment une raison d'avoir peur. Et bien évidemment, quand je dis tout cela, donc je ne peux pas anticiper des Black Swan, donc c'est les signes noirs qui pourraient arriver, donc éventuellement avec les nouveaux confinements à cause de Delta variant, que si on va découvrir que les vaccins ne sont pas efficaces, ça évidemment, ça ce sont des mauvaise nouvelle que le marché actuel ne price pas du tout. Donc du coup, si ça se confirme, dans ce cas-là, on devra gérer ça, on devra trouver un moyen comment interpréter ces nouvelles, et probablement dans ce cas-là, ça sera une chute beaucoup plus brutale des marchés. Bon, je ne vais pas m'arrêter très longtemps sur les indices, donc ça continue à monter, c'était comme la semaine dernière, donc il n'y a rien qui change pour le moment. On voit aussi les autres indicateurs que Apple, elle continue à monter avec les marchés, c'est la plus grosse valorisation, c'est pour ça qu'elle fait partie de mon tableau de bord. Donc l'indice de dollars, donc ça c'est en gros, c'est la force de dollar relative en panier de devises. Elle est plus ou moins inchangée, donc dollar, elle prend un petit peu de la valeur, il se renforce parce qu'il y a de plus en plus des craintes que la Fed va arrêter les QE, que les taux vont remonter un jour. Et en gros, les marchés sont en train de jouer ces scénarios. Euro CHF, donc ça c'est vraiment l'actif refuge par excellence. Donc là, il reste plus ou moins des niveaux normaux. Il n'y a pas grand-chose à dire. Sur les taux, il n'y a pas de perturbation non plus. Sur le pétrole, voilà, donc ça c'est un sujet que je voulais évoquer dans cette vidéo. C'est un sujet spéculatif qui m'intéresse actuellement, qui commence à m'intéresser. Je sais que vous en parlez beaucoup sur la chaîne Telegram, que je vous invite de rejoindre. Donc sur le pétrole, qu'est-ce que nous voyons au jour actuel ? Donc, cette semaine, le pétrole, c'était un des sujets principaux sur les marchés parce qu'il y avait une réunion de PEP+, où finalement, ce qui était attendu, que les pays producteurs du pétrole allaient augmenter leur quota, en gros augmenter la production de pétrole. Mais finalement, les discussions se sont passées très très bien, mais tout à la fin de la discussion, les Émirats arabes unis, ils ont démontré une certaine réticence par rapport à l'augmentation de la production et finalement ces discussions ont été reportées d'un jour plus tard. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont exactement reprendre et nous sommes dans le suspense total pour les prix de pétrole, pour tous les traders. Qu'est-ce qui va se passer ? Le marché anticipait déjà quelque part que l'augmentation sera produite, pourtant elle restait à des niveaux quand même exceptionnellement élevés. Mais en tout cas, pour l'instant, les discussions de PEP+, sont coincées et si jamais ils n'arrivent pas à un accord, ça permettra de laisser les quotas actuels jusqu'à avril l'année prochaine. Donc, pour très très longue période et effectivement ça donne beaucoup de force aux bulles du pétrole. Donc quels sont les risques sur ce marché ? Pourquoi je pense que ça peut être ça devient une idée spéculative très intéressante, c'est que très probablement, lors de prochains meetings, la Réserve fédérale, elle, essaiera de dégonfler en fait, le marché des matières premières. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'évidemment, l'inquiétude de l'inflation est bien présente au sein de la Fed, au sein de la BCE, au sein de toute banque centrale majeure. Pour dégonfler la bulle sur les marchés de dette, donc évidemment, parce qu'il y a une bulle, c'est un marché manipulé, donc, et sur le marché d'actions où il y a presque une bulle, en tout cas dans certains segments des marchés d'actions, ça peut être très risqué, parce qu'évidemment, ce sont des capitaux assez importants et ce sont des fonds de placement qui sont investis, les fonds de pension, donc il y a beaucoup de corrélations entre ces marchés-là. En revanche, faire chuter les marchés des matières premières pour les banques centrales pourrait être une bonne idée pour justement réduire l'inflation. Parce qu'évidemment, s'ils font en sorte que le pétrole chute, dans ce cas-là, ça va créer une pression déflationniste énorme et probablement résoudre en partie leurs problèmes de gestion de l'inflation qui fait partie de leur mandat. Donc ça, je pense que c'est une idée à laquelle je pensais. Mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez et comment elle peut faire. Mais en gros, elle peut faire tout simplement en mentionnant les prix de pétrole trop élevés lors de prochain discours. Il suffit qu'un des membres de board en parle et dans ce cas-là, ça va déclencher une énorme chute sur les marchés de matières premières. Peut-être ils vont éviter d'en parler directement, ils vont parler des indicateurs économiques qui sont directement liés au cours des matières premières, donc pas forcément le taux, parce que le taux c'est un benchmark pour toute l'économie et tous les actifs, mais en tout cas ils vont pouvoir
mentionné un des indicateurs qu'il pourrait éventuellement réviser un jour. Et dans ce cas-là, ça pourrait donner un impact direct sur les prix des matières premières. Pas que le pétrole. Le pétrole, c'est juste une matière première principale. Et donc forcément, c'est un benchmark pour toutes les autres matières premières. Je pense que c'est un scénario qui est très fortement probable parce qu'ici, c'est gagnant-gagnant. L'économie ne perd rien. Avec le pétrole pas cher, il va tourner encore mieux. Et le problème de l'inflation sera en partie résolu. Donc pas complètement, mais au moins en partie. Donc là, je pense que c'est un scénario quand même assez fiable. Et ça me fait penser qu'à l'approche de $80, je pense que vraiment la limite de 79. Je pense que les traders du pétrole ne vont pas laisser le marché s'approcher au seuil extrêmement puissant de $80. Donc je pense que le mouvement de retournement commencera avant. Je m'attends à une figure un petit peu comme ça. Et c'est là où on entamera une correction très très forte sur le prix du pétrole. Et ça sera probablement jusqu'à $61, comme vous voyez sur le graphique. Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous savez que le pétrole, c'est extrêmement volatile. Donc ça monte pas très vite, mais ça peut descendre extrêmement vite. Ça, on avait déjà vu beaucoup de fois sur la dernière décennie. Donc les baisses à moins 10% sur le pétrole, ça arrive. Ça arrive parfois plusieurs fois par an. Et donc ça peut ramener les prix beaucoup plus bas en quelques semaines littéralement. Donc faites quand même attention si vous êtes très long sur le pétrole ou si vous êtes très long sur les pétrolières, parce que je sais qu'il y a notre cher fleuron pétrolier français Total que tout le monde aime. Moi d'ailleurs j'aime aussi cette entreprise. Mais en tout cas si vous regardez, ces entreprises ne réagissent presque pas sur les prix de pétrole. Donc là vous regardez que Total il reste plus ou moins dans sa fourchette des prix habituels. Donc il n'y a aucune hausse en fait sur Total et pourtant c'est une des entreprises les plus rentables dans le secteur de major pétrolier. Et pourtant les investisseurs, pour une raison X ou Y, ne se ruinent pas sur Total, sur Exxon et compagnie, parce que justement, ils comprennent la nature quelque part synthétique de cette hausse des prix du pétrole et surtout la nature temporaire de cette hausse. Vous voyez, donc là, pour Total, on est toujours dans un range, on va dire, entre 37 et 41. Donc là, on est en bas du range, donc c'est probablement d'ailleurs une idée spéculative aussi. Mais on voit que la hausse des prix vraiment impressionnante des matières premières ne se répercute pas sur les valeurs, pourtant les valeurs très rentables avec des dividendes de presque 7% qui sont pas chers, avec des PE ratios très attractifs. Personne ne les veut malgré tout. Donc, c'est probablement il y a probablement une raison, c'est pas des cons. Donc probablement les investisseurs ne croient pas tellement dans le pétrole et ils comprennent que tout cela peut se retourner très rapidement. Donc, quelle sera ma stratégie par rapport au pétrole? Donc, c'est très simple. Une fois qu'on va s'approcher à 79, je vais commencer à accumuler une position short, peut-être même avant. Je ne pense pas que tout de suite je vais commencer à le faire. Je n'ai pas encore décidé les niveaux. Je vais partager avec vous dans le Telegram. Rejoignez Telegram, je vais écrire les trades que je vais faire sur le pétrole, comme j'ai fait pour l'or d'ailleurs cette semaine. Et je pense que je vais commencer peut-être 78, comme ça, donc en s'approchant de 79. Vu que je ne crois pas qu'on attend $80, parce que sinon au niveau de 80, il y aura une vague de vente qui sera énorme, juste énorme. J'ai du mal à voir comment on va pouvoir dépasser ce niveau. Donc là, quand le pétrole dépassait les 70, je ne croyais pas non plus. Donc vous voyez, je suis tout à fait honnête dans mes propos. Moi, je ne croyais pas qu'on allait dépasser les 70, mais j'ai attendu la confirmation de mouvement baissier sur 70 et je ne l'ai pas eu cette confirmation. Du coup, je n'étais pas en position. Donc j'ai rien perdu par rapport à ça. J'avais pas de position sur le pétrole. J'ai vu pétrole dépasser facilement 70 et aller jusqu'à 75. Donc voyez, donc ça c'est l'analyse technique. Donc vu qu'il n'y a pas eu de confirmation d'un retournement, j'ai pas pris la position. Donc je pense que je vais faire quelque chose pareil ici. Mais ici probablement je vais prendre un tout petit peu plus de risque parce que je ne vais pas, comme je viens de vous dire, je ne vais pas attendre que les cours atteignent 80 et attendre la confirmation de retournement après. Mais je vais tout simplement prendre les positions en avance et graduellement les augmenter au fur et à mesure que
le pétrole monte, s'il va dépasser 80, du coup déjà ça sera un petit peu un problème pour moi. Je vais commencer à me remettre en cause, reanalyser ce marché et voir si je ne me suis pas trompé pour éventuellement arrêter ma stratégie. Voilà, donc ça c'est mon idée sur le pétrole. Pour l'instant, j'ai pas de position, mais je risque d'en avoir prochainement. Voilà, donc ça c'est la première idée. Je continue à avancer sur mon tableau de bord. VIX, c'est très important de voir que là, on est descendu vraiment au plus bas, mais je pense que c'est presque avant Covid, on a vu des chiffres comme ça. Donc 14 déjà, 14 sur VIX, c'est quelque chose que j'ai pas vu depuis un moment, et ça montre quand même la solidité de la tendance, parce qu'en fait, il n'y a pas d'incertitude. C'est ça qui est quand même impressionnant. Faut quand même prendre en compte aussi que on vient de dépasser la fin du trimestre, donc les options trimestrielles ont expiré, donc maintenant on devrait normalement reprendre un petit peu plus de volatilité, mais ça n'arrive pas. Donc pour l'instant, le marché ne me donne pas raison, donc je ne vois pas la turbulence arriver. Pour l'instant, en tout cas, l'indicateur VIX nous montre rien. Mais encore une fois, comme je vous dis toujours, l'indicateur VIX, ce n'est pas un indicateur avancé, il constate ce qui se passe aujourd'hui, mais il ne sert à rien pour anticiper ce qui va se passer à l'avenir. Nous avons vu Shanghai déjà, je parlais des émergents, donc il faut juste suivre, faire attention. Moi, je n'ai pas de position sur les marchés émergents de toute façon, donc je suis un simple observateur. J'utilise ça comme un indicateur et éventuellement une première alerte si jamais les choses vont mal. Après, le Bitcoin, je passe à côté, donc ça, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je parle de moins en moins des cryptos. Vous savez que j'ai tout vendu. Ah bon, il me reste un tout petit peu du Ripple, mais vraiment, c'est même pas sérieux d'en parler. Et le gold. Le gold, c'est la deuxième idée spéculative. Je suis déjà dans la position sur le gold. Et pour changer, pour une fois dans ma vie, je pense, ça fait un moment que je n'ai pas été long sur le gold. Là, j'ai pris justement des positions acheteuses sur le dérivé, évidemment, parce que c'est pas le gold physique. Pour ceux qui sont avec moi sur Telegram, vous savez déjà mon idée. Donc là, je pense que vous avez vu l'idée de trading que j'ai postulée cette semaine. Donc en gros, quand on était à 775, pour la première fois, je postais une idée du trading de reprise longue. Pour moi, le pétrole reste sur la grande tendance baissière, mais en tout cas, dans un momentum, je pense qu'il y a une énorme chance d'un rebond vers les 820-830. Voilà. Donc ça, c'est à peu près le niveau de rebond que moi je vois. Donc là, je m'attends en mouvement de ce type, donc quelque part là. Et ensuite, après, je ne sais pas ce qui va se passer. Globalement, je n'ai pas d'avis sur le gold. Ce n'est pas parce que je pense qu'il y a l'inflation ou quelque chose, un quelconque analyse fondamentale qui drive ces prix. C'est tout simplement, je trouve que l'image technique à court terme pour l'or est très bullish. Donc c'est pour ça que je décide de prendre cette position. On voit parfaitement les niveaux qui sont bien présents là. Donc là, c'est le niveau à partir duquel on a fait un rebond. C'est un grand niveau d'un fort rebond de mai dernier. Et donc là, maintenant, on est dans exactement la même situation. Donc là, je ne vois pas pourquoi on n'allait pas au moins jusque 830, 840 et pour après éventuellement rejoindre 1900, même 1900, je crois moins, parce que je reste quand même assez dubitatif par rapport à l'or. Je trouve que c'est toujours la tendance baissière. Et pour moi, surtout s'il y aura la fin des QI, c'est un de mes scénarios phares en fait, de cette semaine. Pas forcément la fin, mais réduction des QI et surtout le discours en faveur de la hausse des taux en jour et l'arrêt des QI avec une date bien plus définie que c'était le cas ces derniers mois. Donc voilà, dans tous les cas, le changement de la politique de la Fed va forcément affecter le cours de l'or. Et moi, je m'attends qu'il rejoigne à un moment donné sa ligne baissière de tendance. Du coup, à long terme, on peut voir 1500 et voire plus bas. Donc pour moi, c'est clairement une position spéculative, ni plus ni moins. Donc il ne faut pas me considérer comme Golden Box qui est passé en bullish en l'or parce qu'il y a des raisons fondamentales pour ça. Non, c'est pas du tout mon positionnement aujourd'hui. Bon, maintenant un petit peu des actions, mes chères actions que je suis régulièrement. Donc là, je parle de CRISPR aujourd'hui. C'est tout le secteur des éditions de Genome qui a flambé en bourse. Ça, c'était suite à une bonne nouvelle de Intelia. Cette valeur, elle était dans mon shortlist. Malheureusement, je n'avais pas de position. J'avais une position vente de put sur Intelia, mais elle n'était pas dans cette valeur, elle n'était pas dans mon portefeuille principal et qui a fait je crois qu'il a fait plus de 100% sur une journée. Et ça a tiré vers le haut tout le segment de biotech qui font des recherches dans l'édition de génome.
ce que j'ai actuellement, c'est CRISPR. Malheureusement, je l'ai vendu en passant chez un autre broker. Donc, bon, évidemment, j'avais une plus-value déjà importante sur cette valeur, mais j'ai malheureusement raté cette forte hausse. Donc, félicitations à ceux qui m'ont suivi dans cet investissement et vous avez pu profiter de cette bougie haussière. Moi, malheureusement, ce n'était pas le cas, mais bon, tant pis. Bon, moi, je l'ai acheté. En fait, mon PRU initial était dans les 47, donc du coup, je n'ai pas à pleurer. Et je vais reprendre, évidemment, CRISPR un jour que l'opportunité se présente, quand j'aurai mon compte Interactive Brokers prêt et fonctionnel. Donc il est déjà prêt et fonctionnel, c'est juste que je m'attends à récupérer tous les fonds pour recommencer à reconstruire mon portefeuille là-bas. Pour ceux qui s'intéressent à ce segment des biotech de l'édition de Genome, en fait pour moi, si vous voulez être exposé, il faut détenir au moins 3 valeurs. Donc déjà maintenant Intelia, peut-être un peu trop cher, CRISPR et Editas Medicine. Donc Editas Medicine, c'est celle que j'ai actuellement dans le portefeuille. Elle est dans le rouge malheureusement, mais elle a profité de cette hausse. Du coup, j'ai diminué la perte sur cette valeur. Et également aussi, il y a une valeur hollandaise qui s'appelle Unicure. D'ailleurs, il y avait des rumeurs qu'il devait être racheté par Sanofi, mais finalement, ça n'est pas confirmé. Mais c'est une valeur de catégorie D elles sont toutes pratiquement de catégorie D de toute façon, donc elles ont pas encore vraiment des produits commercialisés. Mais en tout cas, Unicure, elle a quand même beaucoup plus de risques par rapport aux 3 premières. Donc ça, c'est pour ceux qui s'intéressent au secteur de l'édition de Genome et pour ceux qui veulent y investir. Et cette semaine, encore une bonne nouvelle pour le secteur bancaire. Je sais qu'il y en a beaucoup sur la chaîne Mind the Cash qui aiment investir dans les banques. Et moi aussi, j'ai investi dans Crédit Agricole et SNP Assurance, mais ça, c'est un secteur d'assurance, mais ce sont deux secteurs très proches, dans le portefeuille PEA, que maintenant, les banques ont droit de payer les dividendes, augmenter les dividendes, faire les rachats d'actions. C'est en fait leur droit qui leur était retiré pendant la crise de Covid. Et donc maintenant, ils passent à la normale et on pourra s'attendre aux dividendes généreux des valeurs bancaires. Donc voilà, félicitations pour ceux qui aiment les banques. Je sais que c'est un secteur dans lequel moi j'ai décidé de ne pas investir. Probablement c'était une erreur, mais bon, on ne peut pas tout faire. En tout cas, moi j'étais plus concentré sur les biotech, sur les sociétés de croissance. Je n'en regrette pas, j'ai fait des beaux profits, mais je n'étais pas présent sur des valeurs cycliques. Ça, c'est vrai que c'est une des choix que j'ai fait. C'est un choix discutable. Beaucoup m'ont critiqué pour ça. Dans les faits, je n'avais pas raison, mais en tout cas, avant les faits, c'est là où c'était important, c'est que j'avais mes arguments pour ne pas le faire. Bon, c'est la vie, ça s'est passé comme ça. Donc, on peut pas être présent partout. Mais en tout cas, pour ceux qui ont investi dans les banques, je suis ravi pour vous. Donc, vous pouvez profiter des dividendes qui seront probablement augmentés. Bon, parce que maintenant, ils ont droit de le faire. Voilà. Donc, je pense que ça sera tout. Pour résumer cette vidéo, je reste assez quand même pessimiste sur les marchés, pour être honnête. La situation sanitaire avec ce Delta variant et les différentes communications un petit peu ambiguës, ça me dérange un tout petit peu. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Est-ce qu'on ne va pas revivre encore le même confinement à l'automne prochain ? Je pense que oui, pour être honnête. Je pense que oui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est fini ou est-ce que ça va encore reprendre ? L'indicateur principal publié cette semaine, les NFP et le chômage américain, sont ressortis supérieurs aux prévisions, mais pas trop supérieurs non plus. Donc du coup, c'est probablement une bonne nouvelle pour les marchés parce que la Fed, probablement, elle ne va rien faire lors de prochaine réunion fin juillet. Donc c'est probablement quelque chose qui est bien pour les marchés et on peut encore compter pour quelques mois des QI. Nous faisons attention à ce qui se passe sur les marchés émergents, parce que les marchés émergents sont en retard par rapport aux marchés développés. Donc, est-ce que c'est vraiment juste par rapport à la situation sanitaire, par rapport aux refermetures de certaines économies? On ne sait pas, mais on rappelle toujours que historiquement, les crises commençaient à partir des marchés émergents. Ensuite, je vous ai présenté 2 idées techniques cette semaine. Donc, c'est le pétrole que je vais commencer à shorter à partir des niveaux de 77
$ pour le Brent, et je ne m'attends pas que ça dépasse 80 $. Si ça dépasse durablement 80 $, ça reconfirme le passage à ce niveau, dans ce cas-là, ça va annuler à mon avis. Et ensuite, je vous ai présenté également une stratégie long intéressante sur l'or. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard, mais attention, évidemment, quand vous faites du trading, de disclaimer, vous gérez le risque. Ce n'est pas des recommandations, je ne suis pas un professionnel, je n'ai pas le droit de donner le conseil d'investissement, je vous explique ce que je fais, et actuellement, je suis dans une position long sur l'or. C'est une position qui n'a rien à voir avec le fondamental, c'est uniquement par rapport à l'image technique. Je m'attends qu'à court moyen terme, l'or dépasse 1800 $ et il touche 1820, 1840 probablement. Donc pour l'instant, je suis dans position, je suis déjà en positif, même positif assez sensible. Et donc, parce que j'ai pris une grosse position avec un stop proche au marché. Donc du coup, je n'ai pas risqué grand-chose. Je me suis fait stopper la première fois et j'ai repris le long à partir de 1755, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc en gros, c'est ça une idée technique, parce que moi je trouve que l'image sur l'or, elle est quand même assez claire, hein, techniquement parlant. Voilà. Et ensuite, le secteur d'édition de génome dont je parle très souvent dans mes vidéos sur Mind the Cash a flambé cette semaine, donc ça c'est une très bonne nouvelle qui ont investi, et bonne nouvelle pour les banques parce que maintenant ça redevient le valeur au dividende et ça va continuer à nous gâter avec les dividendes généreux. Voilà, je vous souhaite le meilleur, passez le bon dimanche, mettez un like s'il vous plaît avant de partir, n'oubliez pas, c'est très important pour moi, partagez cette vidéo pour que plus de personnes puissent rejoindre notre communauté Mind the Cash. Allez, très bientôt Mind the Cash.